et ce pour parler d'un sujet qui est quand même fréquent chez l'enfant et qui concerne les hypothyroïdies subcliniques de l'enfant. Donc, les hypothyroïdies subcliniques sont définies arbitrairement par une augmentation très modérée de la TSH, supérieure à 5, donc entre 5 et 10, associée à un taux de FT4 normal. Arbitrairement, il a été fixé qu'un taux de TSH au-delà de 10, là, on parle d'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie subclinique chez l'enfant, elle est beaucoup moins fréquente que chez l'adulte, avec une prévalence de 3%, comparativement à l'adulte où la prévalence peut aller jusqu'à 10%. Elle est souvent découverte de manière fortuite. Elle constitue une situation bénigne et souvent asymptomatique. Chez l'enfant, les enjeux de la surveillance et éventuellement de la prise en charge de l'hypothyroïdie subclinique correspondent en fait au rôle des hormones thyroïdiennes sur la maturation du système nerveux central jusqu'à l'âge de 3 ans chez l'enfant et sur la croissance, donc jusqu'à l'adolescence. Donc, sans oublier que, en fait, les concentrations de la TSH varient en fonction de la journée et que, d'autre part, les valeurs normales de la TSH sont définies comme représentant 95% de la population. Donc, par définition, 2,5% de la population auront une valeur anormale. Donc, parler d'hypothyroïdie subclinique chez l'enfant, ça nous amène en fait à répondre à ces 5 questions. Pourquoi nous avons demandé une TSH? Quelles sont les étiologies des hypothyroïdies subcliniques chez l'enfant? Est-ce qu'une hypothyroïdie subclinique aura des répercussions sur la croissance, sur le développement neurocognitif de l'enfant, sur la minéralisation, la maturation osseuse? Quelle sera l'évolution de cette hypothyroïdie subclinique et est-ce qu'il faut traiter ou bien quand faut-il traiter? Donc, pour les circonstances de découverte, pour les pays qui font le dépistage néonatal systématique, la découverte peut être en période néonatale. Au-delà de la période néonatale, c'est à l'enfance ou à l'adolescence, lorsqu'on demande un bilan thyroïdien, et là, on surveille la fonction thyroïdienne dans certaines affections à risque, telles que le diabète de type 1, le syndrome de Turner, la trisomie 21, en cas d'histoire familiale ou antécédent de radiothérapie. On demande un bilan thyroïdien devant des signes peu spécifiques, retard de croissance, surpoids, asthénie, des signes vagues d'hypothyroïdie, ou bien rarement devant un goitre. Pour les étiologies des hypothyroïdies subcliniques, donc les étiologies peuvent être congénitales, et ça correspond à des anomalies congénitales mineures du développement, troubles de l'hormonosynthèse, mutation du gène récepteur de la TSH, ou bien associés à des syndromes rares, tels que des syndromes délétionnels, le syndrome de Williams-Eberen, ou bien acquises, et en premier lieu, la thyroïdite auto-immune, qu'elle soit isolée ou associée à d'autres affections. En cas de surpoids, d'obésité, certains traitements antiépileptiques, en cas de carence iodée ou en cas d'irradiation, ou bien donc l'hypothyroïdie subclinique peut être idiopathique. Donc, étant donné l'action systémique des hormones thyroïdiennes, on se pose toujours la question, est-ce qu'une augmentation, même modérée de la TSH, aura des répercussions sur l'état de santé de l'enfant, en particulier sur la croissance, le développement neurocognitif, la minéralisation osseuse, le bilan lipidique et le système cardiovasculaire. Et dans cette étude qui a étudié donc 36 enfants, donc âgés entre 4 ans et 18 ans, atteints d'une hypothyroïdie subclinique modérée idiopathique et qui ont été suivis pendant 2 à 9,3 ans. Ces 36 enfants ont été comparés à 36 autres enfants, randomisés de point de vue âge et sexe. Ils ont été comparés au niveau de leur croissance, de la maturation osseuse, du quotient et du développement intellectuel, et les deux groupes donc étaient comparables, donc et aucune différence significative n'a été notée. Ces données ont été aussi confirmées par plusieurs autres études qui se sont intéressées à rechercher le retentissement de l'hypothyroïdie subclinique sur la croissance naturelle, sur le développement neurocognitif, sur la minéralisation osseuse.
Donc, sur le bilan lipidique, les anomalies cardiovasculaires, la plupart des études concluent à l'absence de retentissement. Toutefois, donc, certaines études rapportent quand même une perturbation du bilan lipidique en faveur d'une augmentation du cholestérol total, du LDL cholestérol, quelques anomalies cardiovasculaires, en particulier une fréquence plus importante de l'hypertension artérielle, une prédisposition à une atteinte coronarienne à l'âge adulte, mais quelques déficits de l'attention sans qu'un traitement substitutif n'aura donc d'effets favorables, bénéfiques quant à ces anomalies de concentration. Donc, quelle sera l'évolution de l'hypothyroïdie subclinique? Est-ce qu'une hypothyroïdie subclinique régresse? Est-ce qu'elle évolue vers l'hypothyroïdie ou bien est-ce qu'elle reste stable durant la surveillance? Donc, dans la population générale, dans cette large étude qui a comporté 121 052 enfants ayant eu une mesure de la TSH, donc une hypothyroïdie subclinique a été 9% des cas. 0,4% avaient une TSH au-delà de 10. Une deuxième mesure faite 2 à 3 mois plus tard, jusqu'à 5 ans plus tard, a montré une normalisation de la TSH dans 73% des cas, une progression vers l'hypothyroïdie dans 2% des cas et l'hypothyroïdie subclinique était persistante dans 25% des cas. En fait, l'histoire naturelle de l'hypothyroïdie subclinique, elle est variable. Donc, elle dépend de l'étiologie, thyroïdite auto-immune, congénitale ou l'effet de certains médicaments et aussi des pathologies associées. Dans le cas de thyroïdite auto-immune, en l'absence d'autres pathologies, donc hypothyroïdie subclinique avec auto-anticorps positifs, il a été démontré par la plupart des études que l'évolution se fait vers la normalisation dans un tiers des cas. Cette hypothyroïdie reste stable dans un tiers des cas et une évolution vers l'hypothyroïdie a été notée chez 30% des patients. Chez ces patients, donc la présence d'un goitre, l'âge au moment du diagnostic et des taux progressivement croissants d'anti-TPO et d'anti-thyroglobuline étaient des facteurs prédictifs d'évolution vers une hypothyroïdie. En cas de thyroïdite auto-immune associée à d'autres pathologies, là, le risque d'évolution vers une hypothyroïdie est beaucoup plus important. En cas de thyroïdite associée à un diabète de type 1, là, on trouve une hypothyroïdie subclinique dans 25 à 50% des cas. Et parmi ces hypothyroïdies subcliniques, 25 à 50% évolueront vers une hypothyroïdie. Tout de même, pour une thyroïdite, lorsqu'elle s'associe à une maladie cœliaque, un syndrome de Turner, à une polyendocrinopathie auto-immune ou à une trisomie 21, donc l'hypothyroïdie subclinique évolue vers une hypothyroïdie dans 50% des cas. Là, je vous rapporte cette étude intéressante, prospective sur 5 ans. Là, les auteurs ont étudié 127 filles avec une hypothyroïdie subclinique. Ces deux filles divisées en deux groupes. Donc, le groupe A qui a comporté 42 filles atteintes d'hypothyroïdie subclinique idiopathique, c'est-à-dire avec anticorps anti-thyroglobuline négatif, anti-TPO négatif, pas de goitre, échographie cervicale normale, et un groupe B qui a comporté 85 filles avec donc des anticorps positifs ou bien aspect de thyroïde hypoéchogène à l'échographie. Ces patientes ont été suivies pendant 5 ans et à chaque consultation, donc un dosage de la T4-TSH et des anticorps anti-TPO ont été faits et à n'importe quel moment donné de la surveillance, si le taux de TSH dépasse 10 ou le taux de FT4 était inférieur à 10,3, un traitement par L-thyroxine a été commencé. Donc, comment a été l'évolution de ces patientes? Donc, pour le groupe A, donc d'hypothyroïdie subclinique idiopathique, 61,9% des patientes ont évolué vers le thyroïdie contre 10% des patientes avec thyroïdite auto-immune. L'évolution vers l'hypothyroïdie était plus importante dans le groupe thyroïdite auto-immune versus thyroïdite idiopathique et l'hypothyroïdie subclinique était stable
chez presque un quart des patientes atteintes d'hypothyroïdie subclinique atteinte donc d'hypothyroïdie secondaire à une thyroïdite auto-immune. Le traitement par L-thyroxine a été indiqué préférentiellement donc dans le groupe B dans 63,5% des cas. Donc, pour l'hypothyroïdie subclinique associée à la trisomie 21, là, on connaît parfaitement que les anomalies de la fonction thyroïdienne sont fréquentes au cours de la trisomie 21 et que l'hypothyroïdie subclinique peut être observée dans 25 jusqu'à 60% des cas. Ce qui incite toujours à surveiller la fonction thyroïdienne en cas de trisomie 21, donc un prélèvement à l'âge de 6 mois, à 12 mois, puis tous les ans pour rechercher ces anomalies de la fonction thyroïdienne. Donc, ces anomalies peuvent être secondaires à des dyshormonogénèse, à la résistance à la TSH, à l'hypoplasie de la thyroïde. Et au-delà de 10 ans, c'est essentiellement la thyroïdite auto-immune qui constitue la cause la plus fréquente. Donc, la plupart des études qui ont été réalisées, qui ont préciser l'évolution de cette hypothyroïdie chez les patients trisomiques indique que l'hypothyroïdie subclinique se normalise dans la majorité des cas, c'est à peu près 70% des cas chez les patients trisomie 21 avec anticorps négatifs et que les risques d'évolution vers l'hypothyroïdie étaient essentiellement l'âge supérieur à 10 ans, l'existence d'un goitre et l'existence d'anticorps anti-TPO positifs. Qu'en est-il pour l'hypothyroïdie subclinique associée au syndrome de Turner? Là, on connaît aussi que les anomalies de la fonction thyroïdienne sont fréquentes en cas de syndrome de Turner, particulièrement l'hypothyroïdie subclinique. La surveillance de la fonction thyroïdienne en cas de syndrome de Turner se fait à raison d'une fois tous les 2 ans si anticorps négatifs et une fois par an si les auto-anticorps sont positifs. C'est souvent secondaire à une thyroïdite auto-immune et là, la progression vers l'hypothyroïdie, donc une patiente turnérienne avec une thyroïdite auto-immune, l'hypothyroïdie subclinique risque d'évoluer vers l'hypothyroïdie dans 67,7% des cas. Les anomalies de la fonction thyroïdienne aussi sont fréquentes chez les enfants obèses et cette fréquence varie de 7,5 jusqu'à 17,5% des patients obèses. La physiopathologie, elle est non claire, probablement le rôle de la leptine qui peut affecter la régulation hypothalamique de la production de TSH. Donc, l'hypothyroïdie subclinique associée à l'obésité, souvent, elle regresse avec la perte de poids, ce qui indique qu'il s'agit souvent, c'est une complication du surpoids et non pas une cause. Et souvent, le traitement hormonal dans ces situations n'est pas préconisé, n'est pas nécessaire. Donc, pour les autres circonstances, donc les hypothyroïdies subcliniques découvertes à la période néonatale, secondaire des formes congénitales, généralement restent stables pendant la petite enfance. Toutefois, l'évolution reste imprévisible pendant la puberté. Certains traitements antiépileptiques, le phénobarbital, la phénitoïne, la dépakine, peuvent induire des hypothyroïdies subcliniques qui sont réversibles dans les 3 mois qui suivent l'arrêt du traitement. L'irradiation de la glande thyroïde, donc les enfants qui ont eu une irradiation, que ce soit dans le cadre d'une greffe ou autre, particulièrement avant l'âge de 10 ans, donc les enfants qui ont été irradiés, là, cette irradiation nécessite une surveillance à long terme de la fonction thyroïdienne. Les hypothyroïdies subcliniques peuvent s'observer jusqu'à 27% des cas, mais cette surveillance, d'une part, on va surveiller la fonction thyroïdienne, mais aussi à l'apparition d'éventuels nodules thyroïdiens avec le risque de dégénérescence. En cas de carence en iode, le bénéfice d'une supplémentation iodée a été démontré. Donc, pour les hypothyroïdies subcliniques idiopathiques, là, l'évolution, elle est souvent bénigne, avec un risque faible d'évolution vers l'hypothyroïdie. Et comme on a déjà vu dans l'étude à large, dans l'étude
qui a comporté un nombre assez important de patients qui ont été suivis pendant 5 ans. Donc, une normalisation spontanée de la TSH a été notée dans la majorité des cas, 74% des cas. Le taux de TSH était stable chez 25% des patients et l'aggravation vers l'hypothyroïdie était rare et elle a touché 1% des patients. Les patients ayant une TSH supérieure à 7,5 milliunités par litre présentaient un risque plus élevé d'absence de réversibilité de cette hypothyroïdie subclinique. Et là, je vous rapporte donc cette étude intéressante, prospective, qui a évolué et qui a étudié l'évolution de l'hypothyroïdie subclinique idiopathique chez 92 enfants, 50 garçons et 42 filles, âgés tous de moins de 15 ans, donc qui n'avaient pas de goitre, pas d'anticorps antithyroïdiens, échographie cervicale normale. Ces patients ont eu deux prélèvements à 1 à 3 mois d'intervalle qui a confirmé cette hypothyroïdie subclinique et ils ont été surveillés pendant 2 ans. Durant ces 2 ans, donc la vitesse de croissance était normale, ils n'ont pas développé de signes d'hypothyroïdie. L'évolution a été faite vers le thyroïdie dans 41% des cas. Les valeurs de TSH étaient stables dans 46,7% des cas et uniquement donc 11 patients ont développé un taux de TSH supérieur à 10, dont 2 avaient aussi développé des auto-anticorps positifs. Donc, on arrive à la 5e question. Donc, est-ce qu'il faut traiter ces hypothyroïdies subcliniques? Donc là, nous avons déjà vu que l'hypothyroïdie subclinique, dans la majorité des cas, ne retentit pas sur la croissance, sur le développement neurocognitif, sur la maturation osseuse. Un retentissement éventuellement sur le bilan lipidique, sur le système cardiovasculaire, que dans la majorité des cas, donc en l'absence d'auto-anticorps, en l'absence de signes cliniques de goitre, ça regresse. Donc pour le traitement, en fait, il n'y a pas d'attitude consensuelle. Par absence d'essais randomisés de grande taille évaluant l'effet du traitement. L'indication ou pas du traitement dépend en fait de l'étiologie, d'anomalies évoquant une origine auto-immune et des signes cliniques associés. Mais dans la majorité des cas, c'est un traitement qui n'est pas recommandé. Donc, la plupart des auteurs s'accordent que le traitement doit être recommandé bien sûr chaque fois que la TSH est supérieure à 10. Chaque fois que c'est une hypothyroïdie subclinique secondaire à une thyroïdite auto-immune, lorsqu'elle est associée à un syndrome de Turner, trisomie 21 ou autre maladie auto-immune, puisque nous avons déjà vu que le risque d'évolution vers l'hypothyroïdie, il est important. Les enfants avec goitre, avec manifestation d'hypothyroïdie, avec des anomalies du métabolisme lipidique, chaque fois que l'âge est inférieur à 3 ans. Pour certains auteurs, en cas de trisomie 21 avec hypothyroïdie subclinique, le traitement peut être indiqué. Pour d'autres, en l'absence d'auto-anticorps, donc on peut toujours surveiller. Donc, le traitement n'est pas recommandé en cas d'hypothyroïdie subclinique modérée, idiopathique, en l'absence de goitre, en l'absence d'anticorps antithyroïdiens et en l'absence d'anomalies à l'échographie. Et déjà, pour certains auteurs qui ont essayé un traitement par L-thyroxine pendant 2 ans à la dose de 2 microgrammes par kilo et par jour. Là, ils ont comparé 2 groupes d'hypothyroïdie subclinique idiopathique. Donc, un groupe A qui a été traité, le groupe B qui n'a pas reçu de traitement. Et donc, le traitement, en fait, n'a pas entraîné de modification de valeur de la TSH après arrêt du traitement. Donc, on voit que dans le groupe A qui a été traité, la TSH, 3 mois après arrêt du traitement, donc, était supérieure à 10, donc 17,4% des cas, comparativement au groupe B, donc d'enfants non traités, où donc à 24 mois, un taux de TSH dépassant 10 a été noté uniquement chez 12% des patients. Donc, le traitement par L-thyroxine n'influe pas l'évolution de l'hypothyroïdie subclinique idiopathique. Donc, si on a décidé l'abstention thérapeutique, bien sûr, la surveillance s'impose. C'est une surveillance clinique quant aux manifestations d'hypothyroïdie, l'apparition d'un goitre, l'apparition de signes cliniques de manifestations associées, un bilan thyroïdien tous les 6 mois et après 2 ans, si la fonction thyroïdienne et la TSH restent stables, la surveillance peut être éloignée.
Donc, en conclusion, là, je vous propose cet algorithme de prise en charge devant une hypothyroïdie, devant la constatation donc d'une hypothyroïdie subclinique sur un prélèvement thyroïdien. Donc, sur un prélèvement sanguin, un taux de TSH entre 4,5 et 10 avec une FT4 normale définit une hypothyroïdie subclinique. Mais là, il faut donc compléter par un bon interrogatoire, précisant l'histoire familiale, les médicaments pris, des antécédents de maladies auto-immunes, des antécédents d'irradiation, carence en iode, ou bien des symptômes d'hypothyroïdie, un examen clinique qui doit rechercher l'existence d'un goitre, l'IMC, un syndrome dysmorphique. Il faut toujours refaire ce bilan 4 à 12 mois, plutôt 4 à 12 semaines plus tard. Donc, si au deuxième prélèvement, donc la TSH augmente, la FT4 baisse, donc là, on est devant une hypothyroïdie, donc c'est l'évolution vers l'hypothyroïdie. Si la TSH se normalise, donc c'est une hypothyroïdie subclinique transitoire. Et si le taux de TSH donc, est toujours entre 4,5 et 10 avec une FT4 normale, donc on va compléter par les anticorps antithyroïdiens, l'échographie cervicale. Donc, si les anticorps sont négatifs, l'échographie est normale, il n'y a pas d'évidence d'une affection auto-immune. Mais si les auto-anticorps sont positifs ou bien des anomalies à l'échographie avec un thyroïde hypoéchogène, donc en cas d'hypothyroïdie subclinique et en l'absence de symptômes, donc c'est la surveillance du bilan thyroïdien tous les 6 mois, avec aussi surveillance des anticorps antithyroïdiens. Et bien sûr, en cas de goitre ou bien de manifestation d'hypothyroïdie, le traitement par L-thyroxine s'impose. Aussi, si la surveillance montre un taux de TSH qui dépasse 10, donc la L-thyroxine est indiquée. Pour les causes non auto-immunes, donc là, chez les enfants obèses, normalement, avec la perte de poids, le bilan thyroïdien se normalise. Et là, c'est tout simplement la surveillance du bilan thyroïdien. En cas de déficit en iode, donc c'est la supplémentation en iode, puis la réévaluation du bilan thyroïdien. En cas d'irradiation, c'est la surveillance du bilan thyroïdien tous les 6 mois. Le traitement par L-thyroxine, il est indiqué par la plupart des auteurs pour éviter ces stimulations par la TSH de la glande thyroïde. Pour les causes génétiques ou idiopathiques, donc si la TSH à n'importe quel moment dépasse 10, bien sûr, c'est l'indication du traitement par L-thyroxine. Et en cas d'hypothyroïdie subclinique persistante, le traitement n'est pas indiqué en l'absence de symptômes, en l'absence de goitre. Et en cas de goitre ou bien de signes ou de symptômes évoquant une hypothyroïdie, le traitement par L-thyroxine est indiqué. Et je vous remercie pour votre attention.